C'est bon, on y va. Allez. Fin du chapitre sur la cinématique du point matériel, l'étude des mouvements circulaires. On y va. Étude des mouvements circulaires. Hop, alors. Voilà, c'est bon. Alors, c'est-à-dire que là, à partir de maintenant, on s'écarte de tout ce qui est mouvement rectiligne. Il y a deux mouvements rectilignes que vous devez absolument maîtriser, que sont les mouvements rectilignes uniformes et le mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Que j'appelle ici par leurs abréviations MRU, mouvement rectiligne uniforme, et MRUV, mouvement rectiligne uniformément varié. Accéléré ou ralenti. Là, cet après-midi, on termine ce point de cours sur l'étude des mouvements circulaires. Alors, l'étude du mouvement circulaire, donc finalement, la trajectoire ici du point M est un cercle qu'on va prendre de centre O et de rayon R, décrit dans un plan, par défaut le plan X ou Y, et vous allez voir, on va retrouver assez rapidement le système de repérage polaire. Donc, bien associé à la trajectoire circulaire d'un point M, à ici un repérage polaire du point M. Donc, on y va. Premier temps, présentation ici de ce mouvement circulaire. Donc, présentation ici pour ici donner finalement les grandeurs cinématiques ici associées à ce mouvement circulaire. Donc on y va, définition, donc pareil à distance, si vous ne voyez pas tout de suite, vous me dites assez rapidement. Alors, ici donc pareil, un mouvement est circulaire, on y va, ici donc un mouvement est circulaire si la trajectoire gamma est un cercle. Donc un mouvement ici est circulaire. Voilà. Si la trajectoire gamma, alors souvent par défaut en mécanique, la trajectoire du point, mais sont notés gamma, ce fameux gamma majuscule, d'accord? Si la trajectoire gamma ici du point M est un cercle, voilà, donc on a un point mobile, est un cercle. Alors ici pour nos schémas, pour ici la démonstration du cours, on va prendre un cercle de centre O et de rayon R. D'accord? Donc par exemple, on va prendre un cercle de centre O, ici, de centre O, de rayon R. D'accord? Le rayon R du cercle. Tout de suite, je précise que le rayon ici de la trajectoire est une constante. Le rayon ici, pour un mouvement circulaire, le rayon est une constante positive. D'accord? Donc R est une constante. Et on va tout de suite préciser ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'un cercle dans le plan X ou Y. Ça, vous avez vu ça au lycée. D'accord? L'équation d'un cercle dans le plan X ou Y. Donc ce cercle centre O de rayon R, ici, contenu voilà, dans le plan X ou Y. Donc ce cercle est contenu dans le plan X ou Y. Et on va préciser, vous voyez, son équation cartésienne. L'équation cartésienne d'un cercle de centre O et de rayon R. Donc on précise, et d'équation cartésienne, voilà, sachant qu'ici on a le centre O qui est l'origine du repère, donc on aura l'équation cartésienne ici d'un cercle de centre O et de rayon R. Comment va-t-on l'écrire? Ça vous le savez, ça sera de la forme ici, je vais noter ici à droite, donc on aura x de t, rappelez-vous, moins 0 au carré. Pourquoi je fais moins 0? Parce que ce sera l'abscisse du centre. L'abscisse du centre du cercle ici, l'abscisse de ce centre O est nulle, c'est l'origine du repère, plus y de t. Y moins 0 au carré. Pourquoi je fais y moins 0? Parce que le 0 correspond ici à l'ordonnée cartésienne y de t du centre O du cercle. Rappelez-vous, c'est toujours x moins xc carré plus y moins yc carré, le tout égale à R2. D'accord? Le tout égale à R carré. Ça, c'est l'équation cartésienne du cercle. Alors évidemment, là, je mets les zéros pour vous rappeler qu'effectivement, il faut prendre en compte les coordonnées du centre du cercle. Ici, ces coordonnées sont nulles, parce qu'on prend le cercle ici de centre O. Donc, c'est-à-dire, on retrouve finalement, pour ici un cercle de centre O et de rayon R, on aura x2 plus y2 égale R2. Voilà, x2 plus y2 égale R2. Ok? Voilà. Alors, là, il faut faire le schéma. Le schéma, c'est la trajectoire circulaire.
je vais le faire ici à droite. On va se placer pareil dans un repère cartésien dans le plan X ou Y. D'accord? Donc un mouvement de plan, mouvement contenu dans le plan X ou Y. Donc on y va. Alors évidemment, si je fais un cercle, forcément. Non, là je vais faire un quart de cercle. Je vais faire un cercle, donc je vais le faire ici, voilà, comme ceci. Donc le plan ici, repérage cartésien. L'axe OX, l'axe OY, muni ici des vecteurs unitaires, hein, EX et EY. Je vais placer O ici, ça je vais replacer EY comme ceci. Donc la base cartésienne, et je vais représenter une trajectoire circulaire du point M. Donc je vais prendre ici un cercle de centre O et de rayon R. Alors je place mon centre et je dessine, j'essaye du moins de dessiner un cercle, ouais, j'essaye, hein. Un cercle de centre O et de rayon R. Bon, vous ferez mieux, hein, d'accord? Ici, ouais, quand même, hein, d'accord? Pour avoir, ouais, surtout la partie gauche, d'accord? Un cercle de centre O et de rayon R, d'accord? Ici, voilà. Hop. Ouais, bon, comme ça ira, on va dire, d'accord? Bon. Et une fois que vous avez ça, ici, voilà, je vais repérer comme d'habitude mon point M par rapport à O. Donc ici. On a un rayon R et on retrouve l'angle θ. Voilà. L'axe OX. Je repasse en jaune la trajectoire circulaire. En très plein jaune. Ouais. Voilà, comme ceci. Donc ça sera la trajectoire gamma. Voilà. Donc la trajectoire gamma ici en jaune. Cette trajectoire gamma, on peut la flécher. C'est-à-dire que ici, finalement, cette trajectoire gamma, on peut supposer qu'elle est parcourue dans le sens trigonométrique. Pourquoi pas? Donc je vais flécher comme ceci. Le sens de parcours, la trajectoire gamma. Et une fois que j'ai ça, alors, un cercle de centre O et de rayon R, et il apparaît une nouvelle fois la coordonnée θ de t. C'est-à-dire qu'il apparaît une nouvelle fois l'angle polaire θ. Vous voyez, apparaît ici finalement cette base locale polaire. Alors, on va la faire apparaître. On va faire apparaître au point M. Vous voyez, pour ça que je n'ai pas placé mon point M. On va faire apparaître la base locale polaire. En effet, munie des vecteurs unitaires ER et Eθ. Eθ perpendiculaire ER, et je vérifie que Eθ est bien dans le sens des θ croissants. Et là, je place ensuite mon point M ici. Oui, je place ici mon point M ici, d'accord, à cet instant-là. D'accord? Voilà. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le point M décrit un cercle. Donc le point M, voilà, décrit alors un cercle. Voilà. Pareil, ici, de centre O et de rayon R. Donc de centre O, origine de repère ici, et de rayon R. Voilà. Donc c'est entre virgules, donc je rappelle. Et ce que je vais ajouter ici, ce qui est important, c'est que ce cercle est parcouru à une certaine vitesse angulaire. Voilà. Cette notion importante, cette notion de vitesse angulaire, c'est-à-dire que le point M, il va décrire un cercle de centre O et de rayon R à une certaine vitesse angulaire oméga. Donc je vais noter à la vitesse angulaire, ici, à la vitesse angulaire oméga. Donc je note une vitesse angulaire oméga. Voilà. Alors, vous connaissez déjà cette vitesse angulaire oméga, s'exprime en radians par seconde, homogène à l'inverse d'un temps. Ça, c'est la dérivée temporelle de θ. Oméga, c'est θ point. C'est-à-dire qu'oméga, c'est la dérivée temporelle de l'angle polaire. Et ça, c'est θ point. D'accord? Donc vitesse angulaire oméga, ici, et je précise tout de suite la dimension. Je vous rappelle que cette vitesse angulaire, telle que, ici, on est crochet oméga égale t-1. Alors je sais pas, ouais, ça va être compliqué, c'est pour ceux qui sont en distance. Je note la dimension de oméga, d'accord? Dimension de la vitesse angulaire, ici, moi j'ai dans l'inverse d'un temps, et je la différencie bien de l'unité. Oméga, c'est en radians par seconde, d'accord? Donc radians par seconde, d'accord? Oméga, radians par seconde. Ici, la vitesse angulaire, hein, ok? Et une fois qu'on a finalement, alors oméga, vous voyez cette vitesse angulaire, hein, ici, de rotation, est liée en fait à un vecteur. C'est qu'on peut également aller un peu plus loin, on peut également définir un vecteur rotation. C'est-à-dire que là, on peut, ici, donc on peut également définir, donc je rajoute, on peut également définir un vecteur ici, rotation. Voilà. Donc ici, un vecteur. Donc on connaît la norme, il suffit juste de donner son sens, enfin sa direction. Donc un vecteur ici, rotation. Voilà.
Et ce vecteur rotation, ici, donc le vecteur noté avec une flèche, donc on va flécher oméga, bah, ça sera finalement la donnée oméga en norme fois le vecteur unitaire EZ. C'est-à-dire qu'en fait, on peut définir également un vecteur ici rotation, qui sera ici, dont la direction sera portée par l'axe OZ et le sens donné par la règle de la main droite. D'accord? Donc ce vecteur rotation ici porté par l'axe OZ, d'accord? Dont ici, voilà, je vais préciser, première chose, la direction, d'accord? Et ici, donnée est portée par l'axe OZ, tout simplement. La direction dit qu'elle est portée, tout simplement. La direction est portée par l'axe ici OZ, donc l'axe OZ du repère cartésien, et le sens, donc il a une direction et un sens, le sens qui sera donné par la règle ici de la main droite, donné par la règle de la main droite. Donc je rajoute ici, tout en bas, règle de la main droite, ici. Donc on va reporter sur le schéma, rassurez-vous, on va reprendre ça ensemble. C'est juste que vous voyez, à cette notion de vitesse angulaire de rotation, d'accord, les radians par seconde, à cette donnée de vitesse angulaire, on peut en fait aller un peu plus loin. On peut définir un vecteur. Un vecteur, ici, vecteur rotation. Alors ce vecteur rotation, ici, il est porté par l'axe OZ. Alors il est où l'axe OZ? Ben, vous avez une base orthonormée directe. Vous prenez ici votre main droite. Si vous mettez l'axe OX selon le pouce, Y selon l'index, l'axe ici EZ est dirigé vers vous, perpendiculaire au plan du tableau. Donc avec votre main droite, pouce selon OX, Y, l'index selon OY, l'axe OZ dirigé vers vous. C'est-à-dire que le vecteur rotation, ici, est perpendiculaire au plan du tableau, soit il est dirigé vers vous, soit il est dirigé vers l'intérieur du tableau. C'est le sens de ce vecteur. Et ce sens est donné par la règle de la main droite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la main droite. J'enroule la main droite selon le sens de parcours de la trajectoire gamma. Regardez, j'enroule ma main droite et regardez la direction de mon pouce. D'accord, ce qu'on appelle également la règle du tire-bouchon ou la règle de la main droite. En franc mécanique du solide, vous prenez la règle de la main droite, vous enroulez votre main droite selon la direction de la trajectoire gamma et votre pouce vous donne le sens, surtout le sens de oméga. Si au contraire ma trajectoire est parcourue dans le sens horaire, regardez mon pouce, il rentre vers l'intérieur du tableau. Là, ce n'est pas le cas. Donc, soit distance pareil, prenez la main droite, vous enroulez votre main droite selon gamma, et votre pouce est dirigé vers vous. C'est-à-dire qu'ici, regardez, en vert, ici, je vais dessiner ici oméga. Donc, je rajoute en vert, attention pour ceux qui sont en distance, je rajoute en vert ce vecteur rotation qui est perpendiculaire au plan du tableau et qui est dirigé vers vous. Pourquoi? Parce que le pouce, quand j'enroule ma main droite comme ceci selon le sens trigonométrique d'orientation de gamma, ici, le pouce est dirigé vers vous. Et en fait, c'est selon EZ, hein. Vous avez une base orthonormée directe. Hein. OZ est dirigé comme ceci, hein, vers vous également. Ok? Voilà. Donc ça, voilà, c'est-à-dire qu'on parle un peu plus loin, mais nous, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est la donnée de la vitesse angulaire de rotation, ici oméga. Et à partir de là, on peut définir un vecteur vitesse angulaire de rotation, oméga égale θ.ez. Ok? Bien. Alors une fois qu'on a ça, finalement, une fois qu'on a cette donnée de oméga, ne jamais ici la perdre de vue, qu'est-ce que vous allez faire? On va repérer le point M. Pareil, repérer un point M par rapport à l'origine nous revient à définir un vecteur position OM. Et ce vecteur position, que vaut-il? R, ER. Sauf que la grande différence par rapport au repérage polaire, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, R de T est constant. R de T vaut grand R, c'est le rayon. Donc cette fois-ci, qu'on va dériver par rapport au temps. Pour un mouvement circulaire, le rayon R est constant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura du R point, sera égal à 0, et qu'on aura du R point point, ce terme également sera égal à 0, parce qu'on va dériver une constante ici par rapport au temps. D'accord? Donc là, évidemment, ici, le point M est repéré à chaque instant ici dans la base polaire, d'accord? Ici, donc le point M, voilà, le point M, ici, est repéré à chaque instant par le vecteur position, OM égale RER, est repéré à chaque instant, ici, par le vecteur position, OM égale RER. Voilà, donc on retrouve ici, voilà, sauf qu'ici on aura un produit où R est une constante, donc notez en dessous, OM, ici, égale RER, donc OM, voilà, OM, un instant T, égale
le rayon R du cercle fois ER de t. Voilà. Et là, c'est important, vous voyez, de faire apparaître de manière explicite toutes les dépendances temporelles, parce qu'ensuite, pour avoir le vecteur vitesse instantané, on va dériver par rapport au temps. Donc là, il est important de faire apparaître toutes les dépendances temporelles. D'accord? Bon, alors ici, évidemment, c'est-à-dire qu'ici, le repérage polaire s'impose. Hein. Voilà. Donc le repérage, ici, polaire s'impose. Voilà, directement. C'est-à-dire qu'ici, le point M est repéré par les coordonnées R, θ. Donc une nouvelle fois, j'insiste, quand j'écris ceci, le point M possède deux coordonnées, le rayon R et l'angle polaire θ. Mais dans ces deux coordonnées, seul l'angle polaire dépend du temps. θ dépend du temps, R est constant. D'accord? Et on va peut-être rappeler, c'est important, les relations de passage entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc on retrouve aussi, donc on retrouve également les relations de passage entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes, à savoir, à tout instant, ici, donc j'ai un système de deux équations. Quand je projette ici j'effectue la projection scalaire, vous voyez, du point M selon l'axe au x, on aura x de t égale r cos θ. Donc je peux rajouter le fait qu'à tout instant, x de t égale grand R cos θ, ouais. Et de même, la projection scalaire ici du vecteur position selon la verticale ascendante, donc selon l'axe OY, va nous donner du R ici, sinus θ. Donc y de t égale R sinus θ, d'accord? Donc on a deux équations, équation 1, équation 2, et regardez bien qu'on a ces deux équations, x de t égale R cos θ, y de t égale R sin θ, et quand on effectue 1 au carré plus 2 au carré, on retrouve quoi? On retrouve l'équation cartésienne du cercle de centre O et de rayon R. Donc si on effectue, d'accord? Donc en effectuant 1 au carré, ici plus 2 au carré, vous voyez, on retrouve ici 1 carré plus 2 au carré. Voilà, on retrouve. Voilà. Mais on retrouve quoi? Donc 1 au carré, c'est-à-dire que je vais additionner membre à membre. J'additionne membre à membre. J'aurai x carré plus y carré égale à quoi? Égale r carré cos carré θ plus r carré sinus carré θ. Je mets r carré en facteur de quoi? R carré en facteur de cos carré θ plus sinus carré θ dans le membre de droite. Donc qu'est-ce qu'on aura? On va retrouver ici, regardez, x2 plus y2 égale r carré. On retrouve l'équation cartésienne du cercle ici de centre O et de rayon R. Voilà. Donc on retrouve ici, voilà, l'équation cartésienne, voilà, du cercle de centre ici O et de rayon R. Du cercle de centre O et de rayon R. Voilà, constant. Je rappelle le rayon R ici qui est une constante. Voilà. Donc très important, oui, on retrouve ces relations de passage entre coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes. D'accord, équation 1, équation 2. Et quand on fait ici la somme de chacune de ces deux équations au carré, on fait une somme membre à membre. Hein, d'accord? On retrouve ici l'équation cartésienne ici. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a le vecteur position, qu'est-ce qu'on va vous demander? L'expression du vecteur vitesse instantanée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver par rapport au temps le vecteur position OM égale RER. Donc on y va, ici, donc vecteur vitesse, ensuite vecteur accélération. Donc voilà. Donc on en déduit alors, ici l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc on en déduit l'expression du vecteur vitesse ici instantanée. Donc défini par ici la dérivée temporelle du vecteur position, du vecteur vitesse instantanée, à savoir V de M dans R. Voilà. Voilà, dès que le point M ici dans cette base associée au référentiel R d'étude est une base locale polaire, telle que M est pour coordonnées polaires R, θ, enfin grand R et θ. Donc on va dériver par rapport au temps le vecteur position, défini précédemment, dans cette même base. On y va. Donc je dérive, alors là je le fais linéairement, naïvement, je vais faire naïvement, je dérive le RER par rapport au temps. Et attention, pour moi, un grand R, ce n'est pas un petit R. Là, un grand R, c'est bien qu'on a ici une grandeur particulière pour le rayon. Ici, grand R constant. Donc je vais dériver grand R. Donc là, attention, je marque bien mes points de dérivation temporelle, d'accord, pour que tout le monde puisse le voir. Donc j'aurai R point ici ER, plus R
dérivée temporelle du vecteur unitaire ER. Voilà. Bon, qu'est-ce que l'on peut dire? Peut-être faire un petit encart ici rapide. On peut dire deux choses. Déjà que R point égale à 0, le rayon R est constant. Déjà, donc on peut préciser que R point égale à 0, car ici, le rayon est une constante. Donc ça, il faudra bien les réénoncer. D'accord, dans le cas d'une trajectoire ici circulaire, rayon R constant, donc les dérivées temporelles de R s'annulent. Et on rappelle également que la dérivée temporelle du vecteur unitaire radial, ici, dr sur dt, ben là, je dois composer avec θ. On compose les dérivées avec θ, donc c'est dérivé ER par rapport à θ, dθ sur dt, voilà. Vous savez que dériver ici le vecteur unitaire radial par rapport à θ vous donne Eθ, donc ça donne θ point Eθ. Donc là, on a θ point Eθ. En conclusion, ce terme-là est nul, vectoriellement. Il nous reste donc ici Rθ point Eθ. Donc bilan, ici, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve voilà, le fait que la vitesse instantanée du point M, dans le cadre d'un mouvement circulaire, s'écrit sous la forme Rθ point Eθ. Alors ça, c'est intéressant. Donc R, θ point, je remets les dépendances temporelles, ici et ici. Voilà. Rθ point Eθ. On dit également, est-ce que tout le monde voit que la vitesse n'a pas de composante radiale pour un mouvement circulaire? La vitesse a uniquement une composante orthoradiale pour un mouvement circulaire. Ça, c'est important. On dit que la vitesse est purement orthoradiale pour un mouvement circulaire. Ça, on va le noter. Donc la vitesse est purement orthoradiale et on peut donner sa norme. La norme est ici en Rθ point. D'accord? Donc ici, le vecteur vitesse, ici, de norme Rθ point. Voilà. Donc on dit que la vitesse, on dit qu'elle est purement orthoradiale. Donc on dit qu'elle est purement orthoradiale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de composante selon ER. Hein. D'accord? Donc elle est purement orthoradiale. D'accord? Ici. Et donc la vitesse est purement orthoradiale pour voilà, un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire. Voilà. Et, virgule, deux normes. La norme de la vitesse, ça c'est important, vous l'avez vu, je pense que M. Aubert en parle très souvent, c'est très important. On note V, la norme du vecteur vitesse instantanée pour un mouvement circulaire. Ah, ça c'est quoi? C'est Rθ point. Rθ point. Ouais, bien. Rθ point. Mais Rθ point, c'est quoi? C'est R oméga. Voilà. Cette relation est très importante. Alors, c'est une relation entre des normes de vitesse, ouais. Ça, vous l'avez vu ici, je vous le rappelle, c'est une relation qui est très importante. Pour tout mouvement circulaire d'un point matériel M, on a une relation très simple. Une relation de proportionnalité entre vitesse instantanée et vitesse angulaire. C'est-à-dire que les deux vitesses sont proportionnelles. D'accord? Donc, relation, ici on a bien une relation de proportionnalité entre vitesse instantanée et vitesse angulaire. Donc relation ici de proportionnalité entre ici les vitesses voilà, instantanées, que je note V, et angulaire. Vitesse instantanée, il n'y en a qu'une, et angulaire, notée oméga. D'accord? Voilà, je pense que souvent, M. Aubert a dû vous dire V égale R oméga. V égale R oméga, V étant la vitesse instantanée en mètres par seconde, oméga la vitesse angulaire de rotation. D'ailleurs, c'est homogène. V égale R oméga. Pourquoi V égale R oméga? V en mètres par seconde, d'accord? V en mètres par seconde, oméga en radians par seconde, et R en quoi? Bah R, ici, pardon, en mètres. Voilà. R, ici donné en mètres. Donc je précise les unités, ici, voilà. Pour retrouver cette fameuse relation V égale R oméga. Ok, bien. Une fois qu'on a le vecteur vitesse instantanée, dernière étape, vecteur accélération. Donc troisième et dernière étape, on en déduit finalement, ici, le vecteur accélération. Donc on en déduit ici l'expression du vecteur accélération du point M, toujours dans le même cadre d'un mouvement circulaire. Du vecteur, voilà, ici, accélération. Alors, vecteur accélération,
Alors il me faudra pareil une ligne entière pour faire les calculs. C'est-à-dire que je vous rappelle que le vecteur accélération du point M dans R, on va partir de l'expression du vecteur vitesse instantanée, de ce vecteur-là, que l'on va dériver par rapport au temps. Donc on dérive par rapport au temps, le vecteur vitesse instantanée. Donc on dérive ce vecteur-là par rapport à R. Voilà. Soit ici, on y va, donc A de M dans R. A de M dans R. Donc on a du R θ point E θ. Et j'ai bien fait de repréciser à chaque fois les dépendances temporelles. Donc là on va prendre le temps de dériver chacun des trois termes par rapport au temps. Bien évidemment en sachant qu'après on ne le fera plus. R étant constant, la dérivée sera nulle. Mais je le note quand même pour bien montrer qu'on a un produit de trois termes. Donc le premier, on va dériver, on aura R point. Ici, R point, θ point, E θ. D'accord? Donc là je dérive R par rapport au temps. R point, θ point, θ. Mais bien évidemment, ce terme-là sera nul, hein, parce que la dérivée de R point est égale à 0. R est constant. Ok? Je continue. Je fais quoi? Je dérive θ point par rapport au temps. Donc j'aurai quoi? J'aurai R, θ point point, θ point point, E θ. Ici, R, θ point point, E θ. Ouais. Plus un terme, ici, en R, θ point. Et ensuite, je dérive quoi? Je vais dériver E θ par rapport au temps. Ou là, je dérive E θ par rapport au temps. Ok? Donc, j'ai déjà donné une partie de la réponse. R étant constant, R point s'annule. Ok. Donc, il va nous rester R θ point point E θ. Donc, ça va nous donner R θ point point ici E θ. Ça, je laisse tel quel. Et ici, faites attention. Dériver E θ par rapport au temps revient à dériver ici E θ par rapport à θ, dθ. Donc on compose avec θ. C'est-à-dire que dériver E θ par rapport au temps, je note à côté, c'est dériver E θ par rapport à θ. Ensuite dériver θ par rapport au temps. Et dériver E θ par rapport à θ, ça donne moins ER. Ici donc on aura moins θ point, ici ER. Donc là j'aurai R θ point fois moins θ point ER. Donc il y aura moins R θ point carré ER. Donc là, j'aurai moins R, θ point carré, moins R, θ point carré, ici, ER. Alors c'est vrai, si j'ai mes dépenses temporelles pour chaque terme, je vais mettre ici également pour E θ. Donc je vais écrire ça là-haut. Voilà. Ici. Alors ça, classique. Hein. Dans le chapitre prochain, il faudra le retrouver sans erreur, l'expression de l'accélération d'un point M pour un mouvement circulaire. D'accord? Donc d'où, je vais écrire là-haut. Voilà. A de M dans R, l'accélération du point M dans R. Alors on a une composante radiale en moins R θ point carré ER, donc je peux la mettre en premier. Donc on a moins R θ point carré ici ER, ouais, plus sa composante orthoradiale en R θ point point. Plus, ouais, je vais repasser de place, je vais écrire en dessous. Je vais écrire en dessous directement. Comme je mets dépendance temporelle, c'est un peu plus long. Donc je recommence ici. Donc moins R θ point carré ici ER. Donc composante radiale. Et après j'ajoute la composante orthoradiale en R θ point point Eθ. Plus R θ point point Eθ. Voilà. Alors pareil, ça à savoir retrouver. Hein. Surtout ne pas l'apprendre par cœur. Vous devez le retrouver assez rapidement et ce sans erreur. D'accord? Alors cette expression d'accélération, souvent on vous demande de la réécrire. On peut réécrire en fonction de la norme du vecteur vitesse. Donc ça, sachez que le vecteur accélération, on peut réécrire A, d'accord? Donc que l'on peut ici réécrire en fonction, ici, de la norme du vecteur vitesse. Ouais, de la norme, ici, du vecteur vitesse, à savoir... On a vu ensemble que la norme du vecteur vitesse, notre V, soit V la norme du vecteur vitesse, V, on a vu que V, il est encore là-haut, c'est R θ point. V, c'est R θ point. Ok. Très bien. C'est-à-dire que là, finalement, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, on peut faire apparaître ici deux fois. D'une certaine manière, on peut faire apparaître ici la norme de V. En effet. Le plus simple, je pense, c'est dans ce terme en R θ point point. Ce terme en R θ point point, est-ce que vous voyez, je vais peut-être faire le calcul à part quand même une première fois. Est-ce que vous voyez que si je dérive, oui Maxence,
Par rapport au temps, très bien Maxence, si on dérive par rapport au temps la norme de V, si je dérive par rapport au temps la norme de V, qu'est-ce qui se passe? C'est dérivé à un r θ point par rapport au temps. R est constant. R θ point point. Ouais, très bien. Donc premier terme, ça fera R point θ point 0 plus R θ point point. Ouais. Donc le second terme, je vois comme un produit de deux termes, le second terme sera non nul. Donc il va nous rester, quand je fais ici l'opération, quand je dérive la norme de V par rapport au temps, quand je dérive ça par rapport au temps, R est constant. Il me reste R θ point point. Ah, ça tombe bien, ce R θ point point, c'est ce que j'ai entouré en bleu. C'est ça. Alors ouais, la dépendance temporelle, évidemment. Voilà. Ok. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais faire une autre opération. D'accord. Donc là, je dérive par rapport au temps la norme du vecteur vitesse. D'accord. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ici prendre le carré de V. Donc V carré, si je fais V carré sur R. V carré sur R. Je prends le carré de la norme et je divise par R. V carré sur R, ça fera quoi? Ça nous fera R carré, θ point carré, ouais. Donc R carré, θ point carré divisé par R. R carré sur R. Bon, facile, ça fait R θ point carré. Ah bah tiens, R θ point carré. Bah ça c'est ici le premier terme. Donc composante ici radiale de l'accélération. Donc ce terme-là, d'accord. Donc deuxième terme. J'ai pas de couleur, j'ai pas du vert. Non, si là-bas. J'ai du vert. Je me disais bien ici. Ce terme en R θ point carré, je l'ai ici. C'est-à-dire qu'on peut vous demander, en effet, de réécrire le vecteur accélération en faisant intervenir la norme V du vecteur vitesse. Ainsi, on peut noter le vecteur A comme étant la somme de deux composantes, radiale et orthoradiale. Ici, directement. Donc ça, je peux le passer aussi. Donc, ainsi. Le vecteur accélération du point M pour un mouvement circulaire s'écrira sous la forme A de M dans R. La composante ici radiale, ça sera ici directement en ER. Donc ça sera moins V carré sur R ER. Donc moins V carré sur R ER. Donc attention ici, ce qui reste. Plus R θ point point θ, plus dV sur dt. Plus dV sur dt, ici Eθ. Voilà. Alors ça c'est très important, à savoir retrouver, super important. D'accord? À savoir retrouver. Voilà. À savoir retrouver. D'accord? Et d'ailleurs, on retrouve une remarque générale quand on a défini ensemble le vecteur accélération comme étant la somme d'une accélération tangentielle et une accélération normale. L'accélération tangentielle, elle est où? Elle est là. Ça, c'est votre accélération tangentielle selon Eθ. L'accélération normale selon moins ER. Donc, on retrouve ici somme de deux composantes. Donc, somme, ici, voilà, de deux composantes, tangentielle et normale. Donc, une accélération tangentielle, ouais, une accélération normale. Donc, tangentielle, pardon, selon Eθ, tangent trajectoire gamma, d'accord, et normale selon moins ER. Voilà, selon moins ER. Ok? Voilà. Ça, par contre, à savoir retrouver. C'est très important en mécanique de savoir mettre l'accélération du point pour un mouvement circulaire en fonction de la norme du vecteur vitesse. Moins V carré sur RER plus dV sur dt Eθ. D'accord? Bien. Et dernière partie pour l'étude de ces mouvements circulaires. Ouais, il y a un cas particulier, mais très important, d'un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Donc petit b, cas particulier du mouvement circulaire uniforme. Voilà. Cas particulier. Alors particulier, mais très important, c'est-à-dire que là, on rajoute une hypothèse supplémentaire. En plus d'être circulaire, le mouvement est uniforme. Donc du mouvement circulaire, ici, uniforme. Donc on va définir, au hasard, ça va être très rapide, ici, A étudier. Donc définition. Alors ça, vous l'avez vu également dans les mécaniques des systèmes. Bon, ici, un mouvement circulaire uniforme. Dans ce cas-là, la vitesse angulaire est constante. D'accord? Alors ce que j'appellerais également un mouvement circulaire uniforme. Hein, d'accord? Le MCU. Le MCU. Très bien, très bien. Certains ont de bonnes références.
Très bien, Satan, ouais, très vite réagi. Donc le MCU, mouvement circulaire uniforme, bien évidemment, d'accord? Donc on va le définir ensemble, d'accord? Ici. Donc un mouvement circulaire uniforme. Donc on rajoute l'hypothèse uniforme. Donc un mouvement circulaire uniforme est caractérisé. Voilà. Est caractérisé par une vitesse angulaire constante. Donc il faut que oméga, θ point, soit constant. Donc par une vitesse angulaire constante. Vitesse angulaire constante. C'est-à-dire que, elle est où? Elle est là. Enfin, là, c'est θ point, elle est là, pardon. θ point. θ point, cette fois-ci, indépendant du temps. θ point est constant. D'accord? Donc il n'y aura plus de dépendance temporelle pour ici. θ point. Donc on note oméga égale θ point égale constant. C'est-à-dire indépendant du temps. D'accord? Voilà. Alors ça va simplifier quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que là, on aura des conséquences majeures pour les vecteurs vitesse instantanée et vecteurs accélération. Donc on en déduit deux informations essentielles. On en déduit alors, ici, l'expression des vecteurs vitesse et accélération. C'est-à-dire que compte tenu de cette hypothèse, ici, supplémentaire, vitesse angulaire de rotation, vitesse angulaire constante, on va réécrire ici l'expression des vecteurs V et A. Donc, expression des vecteurs ici, vitesse instantanée et accélération du point M dans les référentiels étudiés. Alors, non, ça n'aurait pas dû l'effacer, je vais le laisser. Bon, mon schéma c'est bon, je peux l'effacer. Non, j'en ai bien également mon schéma. Bien. Je vais effacer là-haut. Ça, juste ça. On aura assez pour la vitesse, à l'accélération je la prendrai à droite. Alors, l'expression du vecteur vitesse instantanée. Donc on peut écrire que V de M dans R, ça sera du R, θ point, Eθ. Ah bah tiens, la dépendance temporelle n'apparaîtra uniquement dans Eθ. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a une norme, un produit de deux constantes ici. R indépendant du temps, θ point indépendant du temps, uniquement pour un mouvement circulaire uniforme. Seul Eθ ici varie, parce que c'est une base mobile, c'est-à-dire que le vecteur Eθ est mobile avec le point M. C'est-à-dire que finalement, la norme de ce vecteur vitesse est constante. Mais ne faites pas l'erreur de dire que pour un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse est constant. Faux. Pourquoi? Parce que le vecteur vitesse est mobile avec Eθ. C'est-à-dire que, certes, la norme du vecteur vitesse est constante pour un mouvement circulaire uniforme, mais son sens, sa direction change à chaque instant. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que la norme, ici, cette fois-ci, du vecteur vitesse est constante, voilà, mais, attention, la direction et le sens, ici, du vecteur vitesse instantané, ici, changent à chaque instant. On rappelle, on a une base, ici, une base locale, qui est donc mobile avec le point M. Conclusion, alors que le vecteur vitesse instantané est une constante vectorielle pour un mouvement rectiligne uniforme, pour un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse instantané n'est pas une constante vectorielle. Donc attention, le vecteur vitesse instantané de M dans R n'est pas une constante vectorielle pour un mouvement circulaire uniforme, le MCU, alors que pour un MRU, un mouvement rectiligne uniforme, vous le savez, on l'avait déjà dit, le vecteur vitesse instantané est une constante du mouvement, donc une constante vectorielle. Donc attention ici, on peut noter la différence, c'est que le vecteur vitesse instantané est une constante vectorielle, au contraire, pour un mouvement rectiligne uniforme. Ce qui change, attention, il y a deux lettres, C, R. D'accord?
soit les circulaires, soit les rectilignes. Mais attention ici, on n'aura pas du tout les mêmes propriétés pour les vecteurs vitesse instantanée. D'accord? Donc ça c'est pour le vecteur vitesse instantanée. De plus, dernière information, le vecteur accélération de m dans r, on va le réécrire comment? Donc a de m dans r, bah là j'ai besoin de ce qui est encore ici au tableau à droite, sauf que cette fois-ci on a une vitesse angulaire de rotation constante. Donc θ point constant. Si θ point constant, ça sera constant, ça sera nul. Ouais, il y a deux points là. θ point point, c'est la dérivée temporelle de oméga. La dérivée temporelle de oméga, c'est dérivé par rapport au temps, déjà un θ point. Ça fera θ point point. Ce terme-là, il est nul. Donc il nous reste uniquement un terme en moins r θ point carré, je retire dépendance temporelle. D'accord? Vecteur unitaire ER. Et ça, c'est quoi? C'est moins r oméga 2 ER. Ici. Je mets un T plutôt. Et on retrouve quoi, tiens? Ah, on retrouve RER. On retrouve RER ici. On retrouve RER. Et RER, c'est quoi? C'est le vecteur position. Donc on est dans un cas particulier, mais très important, où le vecteur accélération est lié au vecteur position, tel que A de m égale moins oméga carré. Et le RER, ce que j'entoure en bleu, c'est quoi? Ça, c'est le vecteur position qui repère ici, le point M à chaque instant dans la base orthonormée polaire. D'accord? Et on voit que le vecteur accélération, ici, il est constamment dirigé vers le point O. Vous voyez? Moins oméga carré OM. OM, c'est un vecteur dirigé de O vers M. Il pointe vers M. Avec le moins, le vecteur accélération pointe constamment vers l'origine. Donc ici, le vecteur accélération, pour un mouvement circulaire ici uniforme, pointe constamment. Voilà, il pointe. Voilà, constamment vers l'origine O. Pointe constamment vers ici l'origine du repère, l'origine O. D'accord? Et là, on voit bien la différence avec un mouvement rectiligne uniforme, alors que pour un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est nul, naturellement. Pour un mouvement circulaire uniforme, ce n'est pas le cas. Donc, deuxième différence, on note l'accélération du point M dans R ici est non nulle pour un mouvement circulaire uniforme, alors que, on va le revoir en PD juste après, le vecteur accélération est nul, cette fois-ci, pour un mouvement rectiligne uniforme. Et j'insiste sur la différence des deux types de trajectoires suivies. Trajectoire avec une droite, pour un mouvement uniforme, c'est un cercle pour un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Voilà, fin du chapitre 1 de cinématique du point matériel. Ça, c'est la base ici de la mécanique du point. D'accord? Base de la mécanique du point. Voilà. Et la fiche de TD, pareil, avec 17 exos. 17 exos, on va faire une dizaine. Et l'objectif aujourd'hui, c'est déjà d'en faire, on va dire, 5. Dans ce cas, c'est bien aussi. On va en faire 2. Donc, entre 4 et 5 exos, on attend dans l'heure. Et le numéro 12. Voilà. Alors ouais, désolé, je t'ai plongé dans les oppositions de semestre 2, dans le jeu de habituel, donc j'ai oublié de mettre le TD pour le groupe en distanciel. Donc là, il y a une star technique, il y a Yann. Alors, juste sur la page, pour donner les exos. Tu prends les... Alors Yann va vous photographier les exos qu'on va faire ensemble. Le 1, tu fais ça, le 1. Le 2, le 3, le 4, le 5. D'accord? Uniquement le 3. Donc là, il y a Yann qui va sur le salon. C'est un texte de physique et les exos qu'on va aborder ensemble. D'accord? Voilà. Oui. Ça reste toujours ce semestre la semaine prochaine. Oui. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter de filmer parce que là, c'est du TD. Mais bon, tout le monde est là.